Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir on va continuer dans le sillage de la méditation mais avec beaucoup d'autres nouveaux éléments. Je suis accompagnée du professeur Emmanuel Dipot à qui je vais laisser le soin de nous donner sous lesquels nous allons aborder les thèmes de ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Agathe, bonsoir à tous ceux qui nous font confiance, qui nous suivent à travers Canal 2 International et d'autre part à travers YouTube. Alors donc vous allez suivre ce soir, pour ce qui est du thème principal, nous parlons de méditation, solution à nos problèmes. Nous entrons au 7e chapitre si je ne me trompe pas. Cependant, nous allons parler de l'initiation. Ça, on doit mettre l'accent sur ça de deux manières. La première articulation de la chronique va parler de l'initiation. La seconde va aussi parler de l'initiation, la méditation et l'initiation, cette fois-ci à l'alimentation spirituelle. Parce que nous ne pensons pas qu'on peut prendre la méditation comme quelque chose qu'on va tout simplement rentrer dans les exercices pratiques comme ça, en l'air, sans toutefois qu'on prenne acte du fait que le corps humain de l'homme est un temple de Dieu. Voilà. Alors, vous l'avez suivi, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec les différentes chroniques, c'est-à-dire vous l'aurez en deux étapes. Nous aurons également la réflexion de ce soir et vous avez, vous, chers téléspectateurs, la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant vos messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, nous allons commencer notre balade vers la connaissance. C'est avec la première partie de la chronique. Méditation et solution à nos problèmes, chapitre 7. Méditation et l'initiation à l'alimentation spirituelle. Nous ne saurions parler de la méditation sans mettre l'accent sur l'art de l'alimentation. Oui, notre approche de l'alimentation est métaphysique parce qu'elle s'intéresse à la sublime philosophie qui s'attache à la spiritualité par essence. C'est pour cela que nous essayons de ressortir toute la connaissance qui serait liée au phénomène alimentation, spiritualité, jusqu'ici banalisée par les religieux et les scientistes. C'est pour cela également que la masse populaire n'en sait grand-chose et que même l'importance de l'alimentation n'a qu'un sens superficiel pour eux. Eux pensent que s'alimenter, c'est manger n'importe quoi pourvu qu'on ne meure pas de faim. Pourtant, en vérité, par rapport aux multiples systèmes alimentaires qui existent, seul un savoir mystique importe. Cela consiste à chercher à maîtriser l'essence divine que cache chaque aliment ou groupe d'aliments. C'est aussi là le véritable pourquoi mangeons-nous. Pour vivre, il faut que nous puissions entretenir l'énergie vitale reçue à la naissance par le souffle de vie que les initiés ont nommé la force vitale ou source de vie. Si celle-ci quitte, la mort va s'en suivre. Manger est donc ce carburant qui fait tourner le moteur vie en nous. Il s'agit d'une approche métaphysique de l'alimentation qui s'occupe de sa double dimension, physique et abstraite. Cette approche, nous la cherchons dans les trois types d'aliments, air, eau et nutriments, dont les bienfaits ont fait l'objet de nos multitudes de thèmes portés sur la mystique de l'alimentation et la spiritualité proposés depuis lors dans le cadre de ce programme. C'est aussi une réelle contribution qui consiste à susciter chez tous ceux qui nous suivent une sorte de curiosité visant à des connaissances qui enregistrent la question de l'alimentation et particulièrement son côté occulte. Nous procédons comme tel à titre d'information et de formation à l'art de se nourrir.
un art tout distinct qui empêche toute limitation vis-à-vis de la connaissance permettant le distinguo entre les cours classiques diététiques ou nutrition et la mystique de l'alimentation. Dans les cours classiques, tout laisse à désirer parce que, ne s'intéressant à aucune fois à l'essence divine que cache chaque aliment en vue de découvrir les côtés spirituels. En d'autres termes, l'alimentation ne saurait être question de recettes culinaires publiées dans les livres dont le but serait de commercialiser un ensemble d'ingrédients bon marché, car derrière un tel choix d'enseignement diététique se génèrent des repas aux effets toxiques mutagènes, c'est-à-dire qui mutent des chromosomes, ou génotoxiques qui mutent aussi les génomes sous l'influence de produits industriels surtout, aliments, boissons ou médicaments, etc. On serait en phase des cancers de tout genre, des empoisonnements neurotoxiques et tératogènes avec une action sur l'embryon lors d'une grossesse pouvant provoquer des avortements, des naissances de bébés monstres, etc. Le devoir d'un initié est de ressortir de l'alimentation sa subtilité occulte toute particulière et mettre ceci à la disposition de tous. Puisqu'il s'agit là d'un phénomène des substances et particules portant la vie, jusqu'ici incompris. D'aucune des personnes des communs des mortels continue à ignorer que l'homme est un être physique, psychique et spirituel, et que sa relation avec le monde supérieur relève de la science spirituelle, une science somme toute initiatique. Celle-ci doit être mise à la disposition de toute personne pour son affranchissement. Toutefois, les connaissances livresques proposées dans nos universités et autres ne parviennent toujours pas à clarifier le mystère de l'alimentation. Eh bien, savoir que l'alimentation a une signification occulte de haute envergure, cela devient intéressant à plus d'un titre pour l'affranchissement de tout un chacun, et c'est aussi une action idoine pour tous ceux qui cherchent à savoir tout sur la méditation en vue de mener à bien leur vie spirituelle. Alors pour ça, ce soir, vous parlez de l'art de l'alimentation, mais sur le plan métaphysique. Généralement, on sait que l'alimentation est définie comme l'ensemble, la quantité et la qualité des aliments que nous devons consommer pour rester en bonne santé. Ça, c'est la définition que nous avons classiquement. Maintenant, qu'est-ce que la métaphysique nous propose comme définition dans l'art de l'alimentation? Le problème des qualités et quantités, on trouve ça où? On trouve ça dans des réponses à donner sur comment laver les aliments ou bien comment les associer si jamais on va en profondeur, parce que là on voit l'alimentation dans le sens de la diététique d'un côté et de la nutrition de l'autre côté. En fait, comme pour faire confusion entre la diététique et la nutrition, souvent on est en déphasage avec ce que c'est que la santé et ce que c'est que le soufflet de vie à entretenir, parce que ici, la définition de l'alimentation du point de vue métaphysique, c'est les substances qui pérennisent la vie en l'homme. C'est une substance qui pérennise la vie parce que lorsque nous avons le soufflet de vie, pardon, lorsque nous avons reçu le soufflet de vie à la naissance, il faut que ce soufflet de vie-là continue à rester en nous jusqu'à parce que auquel cas s'il s'arrête, aussi bébé soit-on ou bien enfant, adolescent, c'est pas quoi, ce soufflet de vie étant parti, il y a un problème. Voilà. Alors pour ça, vous parlez de substances qui pérennisent la vie en l'homme. Oui. Donc ça veut dire que en métaphysique, on n'a pas de problème entre guillemets de qualité ou de quantité. Ah mais non. Il suffit juste de manger. Non, puisque en métaphysique, on ne mange pas. On ne mange pas que de la nourriture. Mais on mange tout ce qui, naturellement, doit permettre à ce que l'équilibre se produise dans cet environnement dans lequel le soufflet de vie est venu s'implémenter. C'est-à-dire, on mange l'air, parce que c'est d'abord ça
qu'on reçoit comme premier élément et en même temps l'élément qui nourrit les cellules aussitôt qu'on est. Alors, mais la diététique, la nutrition ne parlait pas de ça. C'est comme s'il y a des phrasages entre la naissance et le reste de la vie de l'individu. Alors que lorsqu'on naît, on ne peut pas ne pas continuer à respirer et vivre. On doit continuer à respirer, sinon il y a arrêt cardiaque. Maintenant, définir l'alimentation comme l'ensemble des éléments, du moins des nourritures, qui sont basées sur la qualité et la quantité, peut-être à synthétiser ou, je sais pas moi, à prendre en compte dans les mélanges, à faire soit pendant qu'on cuisine et tout. Ça, c'est voir l'alimentation du plan négatif. Parce que c'est sur le plan négatif, je vais bien dire, que se trouvent les aliments, les nutriments. Parce que les nutriments sont, du point de vue métaphysique, des éléments négatifs. Parce que là, on a le positif et le négatif. Le positif, c'est l'extrême qualité d'aliments. Pour le peu que l'air ne soit pollué, qui passe par l'oxygène. Maintenant, on a d'un autre côté le négatif, dont le nutriment, par lesquels les maladies entrent en nous facilement. Ce qui essaie de synthétiser dans les deux pôle positif, pôle négatif, c'est l'eau, qui est un élément tampon qu'on trouve des substances en cette eau, en cet élément en lui, du genre oxygène, dont ça remonte du côté de l'air, et aussi du genre à pouvoir apporter des liquides nécessaires pour bien digérer les deux aliments, tant positifs que négatifs. C'est pour ça que moi, je classe ça souvent comme étant un élément neutre. C'est-à-dire, c'est pas agressif en termes d'oxygène, donc on ne peut pas être étouffé parce qu'on a mal respiré ou bien. Et c'est non plus agressif en termes d'éléments qui s'additionnent dans l'aliment, parce que on sait bien que même en mangeant du pain, il y a un certain pourcentage d'eau dans du pain. En mangeant les tubercules, il y a un certain pourcentage d'eau. Donc on trouve l'eau d'un côté comme dans l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc l'alimentation ne saurait être limitée sur la qualité et la quantité de substances nutritives à consommer. Ça, c'est les connaissances qu'on met à la portée des jeunes étudiants et des personnes sur le plan classique qui sont simplement des connaissances livresques. Voilà. Alors, professeur, si vous parlez de l'air comme étant une alimentation, on a bien envie de vous dire qu'on respire. Comment est-ce qu'on peut encore se retrouver en train de manger de l'air et pourtant, naturellement ou alors par réflexe, on respire? Bon, on respire, mais parce que la respiration est un aliment qui a son estomac qu'on appelle les poumons. Les nutriments sont des aliments qui ont l'air estomac qu'on appelle l'estomac. Maintenant, l'eau entre pour aller soit circuler dans le sang, actionner l'aliment positif, l'air. Et l'eau entre aussi dans le tube digestif au niveau de l'estomac et autres pour actionner le travail du tube digestif. Parce que, prenons par exemple, si quelqu'un mange du pain et des cacahuètes, dont les arachides, à un certain niveau, la personne doit boire absolument de l'eau. Absolument, c'est-à-dire, c'est pas une histoire que l'eau va
tout moins le corps va le supplier que pardon, bois de l'eau. Non. Ça sera impérieux, ça sera impératif. Pourquoi? Parce que le corps est un haut fourneau. Tout ce qui y est entré est d'abord chauffé, brûlé, et puis c'est à partir de ce travail d'une certaine température qui est souvent relevée à 37 degrés, mais qui peut aller à plus de 37 degrés pour des circonstances d'intoxication du corps. Et là, on se retrouve en train de chercher de l'eau pour essayer de calmer ce chauffage-là, essayer d'arrêter ces chauffages. Alors donc, on ne peut pas que manger des substances alimentaires sans boire de l'eau. Autant le dire aussi, on ne peut pas boire de l'eau au même moment qu'on mange. Ça donne le résultat qu'il faut par rapport à celui qui mange et laisse le temps pour boire de l'eau. Parce que il faut donner à l'organisme la chance de digérer chaque chose en son temps. Par exemple, l'heure peut accompagner le repas. C'est-à-dire qu'en mangeant, on utilise un système de respiration rythmique et cette respiration peut accompagner peut aller avec la mastication et puis accompagner le bol alimentaire jusque dans le tube digestif à des conditions totalement accélérées ou bien alors régulées, pour ne pas dire accélérées mais régulées. Alors cela va faire en sorte que la digestion soit améliorée. Parce qu'il y a des fois, lorsque vous mangez, sauf si vous avez trop mangé, mais si vous avez mangé de manière raisonnable et que apparemment la digestion semble assez compliquée, vous devez faire des exercices respiratoires rythmiques pendant une quinzaine ou une trentaine de minutes après le repas. Au bout d'un moment, le gaz intestinal, le gaz du tube digestif peut s'enclencher au point soit à rejeter ça par la bouche, soit par le bas, par l'anus. Voilà. Alors là, il s'agit de l'importance de l'air dans la digestion. Maintenant, en dehors de la digestion, quel sera l'intérêt pour l'être humain de respirer en dehors du fait qu'on respire normalement? La respiration, l'air est l'aliment principal du cerveau. Alors, si le cerveau est bien oxygéné, vous avez un équilibre qui va même jusqu'à réfléchir, jusqu'à pouvoir se retrouver dans une situation de régulation de la tension artérielle et tout, parce que tout marche bien. Le vaisseau sanguin fonctionne normalement, tout marche bien, l'oxygénation du cerveau se fait bien. Et là, on voit bien que l'air a permis à ce que tout le corps soit bien nourri, mais particulièrement le cerveau. Donc, on ne peut pas ne pas respirer et continuer à vivre, même quand bien même le cœur bat bien. Fin de compte, il y aura mort cérébrale et par la suite, même le cœur va s'arrêter de battre. Alors maintenant, intéressons-nous à l'alimentation négative, aux pôles négatifs qui sont les nutriments, puisque on a fait le tour avec l'air en donnant, vous venez de nous donner l'impact du bien, alors le bien fondé de la respiration pour l'être humain. On oxygène, en fait, on nourrit le cerveau et puis ça nous permet de bien digérer. En termes d'aliments, qu'est-ce qu'il faut manger ou alors qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Bon, alors maintenant, en termes d'aliments, il faut manger tout ce qui sort du sol. Sauf que même dans ce qui sort du sol, il y a ce qui est ami et ce qui est ennemi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une interférence entre des composants de ce qui serait de l'alimentation nous venant de la mer, la terre. Parce que l'alimentation positive nous vient du Père Céleste. C'est ce qu'on appelle le pain quotidien, que les chrétiens ont extrapolé en pensant que le pain quotidien, c'est la nourriture, c'est les substances alimentaires. Non, c'est l'air.
le pain quotidien, c'est-à-dire donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est-à-dire permets-nous aujourd'hui à mieux respirer et à savoir mieux respirer et à respirer tout le long de la journée jusqu'au moment où nous nous couchons. Comme pour dire que nous avons donné-nous la possibilité de nous alimenter tout le long de la journée, normalement, avec ces pains-là. Maintenant, la mère terre a son aliment qu'elle nous donne. D'abord, elle nous donne la possibilité d'avoir de l'eau, mais particulièrement d'avoir des substances nutritives qui partent des nutriments. Si vous prenez une pomme de terre, commencez à la manger, sachez que vous mangez, vous êtes en train de prendre, pour ce qui est du bébé, le lait maternel et prend le lait de sa mère à partir d'un sein. De même, les pommes que tu es en train de manger viennent des seins de la mère, la terre. Maintenant, les aliments qui sont donc de la mère, la terre, sont les aliments qui chassent ce que les chrétiens appellent le diable, qui chassent le diable en nous, à condition de ne pas trop les associer, de un, parce qu'en les associant, il y a des risques qu'il y ait des particules, des atomes et tout, qui partent d'un aliment et de l'autre n'étant pas amis. C'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. C'est-à-dire que des aliments peuvent être alcalins d'un côté et de l'autre côté peuvent être acidiques ou bien acides, quoi. Alors, cette association nécessite à ce qu'on sache comment cela doit se passer. C'est pourquoi, si vous mangez des pommes de terre, mangez les pommes de terre comme les restaurateurs appellent ça les garnitures. Bon. Pendant ce temps, vous mangez une sauce d'arachide. Hein? Si c'est les macabots, il faut prendre le macabo et laisser les pommes de terre, laisser ceci, le manioc et tout. Ou alors, si vous mangez les maniocs, vous devez associer cela à certaines feuilles, certains légumes, qui entre le macabo et le manioc vont faire une synthèse qui va permettre à retrouver l'équilibre. Là, nous sommes dans l'alimentation africaine, plus précisément parce qu'en fait, il n'y a qu'un continent qui se nourrit bien, mieux que tous les autres continents, c'est le mien, parce que chacun doit vanter son continent. Pour le peu que nous tenons compte de notre environnement, donc de notre sol, et pour le peu que la mamelle nourricière de notre mère, la terre, est bien fournie en Afrique qu'en Europe, par exemple. En Europe, il n'y a pas à manger. On mange n'importe quoi, et c'est pourquoi ils ont un système immunitaire qui nécessite absolument des vaccins, parce que le système immunitaire, n'ayant pas eu la chance d'avoir de la mère terre, des produits vivriers qui permettent de surenchérir les tissus et les cellules dans leur globalité, le système immunitaire n'étant pas bon, on développe des maladies de la saison, par exemple les canicules qui deviennent des grippes pendant l'été, et puis des maladies de la saison qui sont parfois issues du froid et on trépasse. Alors, si quelqu'un mange très bien, il peut vivre n'importe où sans que le climat ne l'embête. Mais si vous ne mangez pas des substances venant de la terre, vous mangez des substances venant des usines, et les usines qui ont que des substances mortes qui produisent de l'acidité, on ne peut pas avoir un taux d'immunité nécessaire pour sa survie. On est obligé de boire les médicaments. C'est pourquoi les pays comme la France, les États-Unis, le médicament est la seule chose de la survie.
Parce que quand on a les maux de tête, si on ne prend pas le paracétamol, on va prendre encore quoi. Vous n'avez pas des herbes appropriées pour pouvoir bien vous alimenter. Vous serez obligé d'aller chez l'herboristier. Mais si vous prenez les produits naturels en mangeant artificiellement, même ces produits naturels, je parlais de la médecine alternative, surtout la médecine à base des plantes, même ces produits naturels ne vont pas fonctionner comme il faut à la longue, parce qu'il y aura saturation de l'organisme et les cellules ne pourront pas donc mieux fonctionner. Vous ne pouvez pas boire un médicament qui détruit les globules blancs et penser que vous allez réguler l'équilibre en ces globules blancs en continuant à manger comme ça, mais en buvant les tisanes. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, hein, parce que là, souvent... Je crois que les téléspectateurs ont quand même trouvé quelque chose à l'intérieur. Voilà. Pour ça, vous aviez parlé tout à l'heure de se nourrir des aliments qui viennent de la mère terre. Mais actuellement, on sait que de plus en plus, dans l'agriculture, on utilise des pesticides, des engrais, bref, des substances pour booster un peu le développement très rapide des plantes. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ce qu'on a actuellement. Est-ce qu'il faut arrêter de manger ou alors il y a autre chose à faire? Ah, c'est pourquoi les Bill Gates pensent que il faut diminuer la population du monde. Parce que sous peu de temps, on n'aura pas de substances alimentaires nécessaires pour notre vie. On va continuer à survivre parce que prenons quelqu'un qui mange le hamburger, les pâtes alimentaires, les boîtes de conserve, sardines, œufs et tout, mais la personne ne vit pas. La personne est en survie. Parce que la survie, c'est quoi? C'est ce qui fait que les usines, l'industrie est venue porter secours à l'homme. Comme pour dire, bon, là où il y a l'absence de substances alimentaires venant de la mer, la terre, l'usine, les appareils vont en produire, on va en manger. Mais là, on mange la mort. Et de la mort ne peut à jamais, donner naissance à la vie. On ne peut pas manger de l'arachide grillé, hein, et obtenir des substances nutritives et vie dedans. On va obtenir des calories, de la chaleur, et puis le corps sera réchauffé, tout comme quand on a les maux de tête, on va boire le paracétamol, la maladie qui a provoqué les maux de tête continue. Son petit bonhomme de chemin, les maux de tête s'estompent pour un temps, on est content, mais quelques temps après ou quelques jours après, allez, ça revient. Hein, et puis on devient consommateur permanent des paracétamol jusqu'à obtenir un cancer à cause de ces paracétamol, soit du foie, soit du sang, un quelconque cancer en fonction de son organisme. Et quand ces cancers arrivent, on n'incrimine pas le médicament. On n'incrimine pas le mode de vie. C'est un cancer, un point, un trait. Il faut intervenir. Et on va te rappeler qu'il faut toujours faire des contrôles parce que si on s'en prend à un cancer précoce, de manière précoce, c'est-à-dire qui est précoce, on peut s'en sortir. Mais pourtant, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas parce qu'en fait, il n'y a pas la vie dans le corps. Donc, on ne peut pas faire donc des méditations parce que je suis revenu sur l'alimentation parce qu'il y a tellement de propositions sur les YouTube et tout sur les problèmes de méditation, comment s'en sortir avec dans son quotidien par rapport à ces problèmes. Et on n'enseigne rien du tout qui fait comprendre qu'il y a dans la méditation la spiritualité. Parce que s'il n'y a pas la spiritualité dans la méditation, c'est que la méditation est comme la prière. La prière n'a aucune spiritualité. Hein? C'est des histoires à pouvoir ragaillardir les psychologies des âmes faibles qui ont des problèmes et qui pensent que si on priait,
et quelque part une entité serait là pour écouter, comme si ce Dieu-là a très mal fabriqué l'homme au point où il faut tout le temps qu'il fasse recours à lui en disant, et en lui faisant des avances de gentillesse, de flatterie, des mots, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Bon, maintenant, pour essayer de répondre de manière assez concrète à ta question, on doit enseigner aux gens comment manger. Là, on n'aura pas beaucoup à manger à la fois. Si tu prends un repas par jour, dans l'ordre d'1 kilo par rapport à ton poids, et tu dis, bon, d'1 kilo, mettons ça en termes de grammes. Alors, si on a 100 kilos de poids, est-ce qu'il faut manger 10 kilos de nourriture? Là encore, il faut poser la question, 100 kilos par rapport à quelle taille et par rapport à quel âge? Parce qu'il y a l'adéquation âge, taille et poids qu'il faut associer dans l'alimentation. Vous aviez 1,60 m. Vous ne devez pas peser plus de 60 kilos. Alors, 60 kilos, c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire c'est le maximum. Mais vous pouvez aller même à 70, ça dépend de vous. Personne ne vous le refuse. Surtout si vous êtes né dans une famille où le poids en est un problème, dont il y a un problème généalogique qui ne dit pas son mot, ou qui ne cesse de dire son mot sur soi. Là, le problème se pose autrement, parce qu'il y a des gens qui naissent maigres, pour ne pas dire qui naissent minces, et qui en grandissant sont minces, mais qui, toutefois, entrés dans la vie active, prennent du poids. Ces personnes-là sont plus en danger que les personnes qui naissent avec un poids déjà, au départ, qui est au-delà du poids des autres bébés. Par exemple, on est avec 4,5 kg, avec 5 kg, avec 6 kg. Bon, ça dépend de l'âge, de la taille de la maman. Si par exemple, une mère qui a 1,55 m fait un enfant de 4,8 kg, c'est qu'une maman qui a 1,90 m pourra bien faire un bébé de 6 kg. Cela n'est pas mauvais en soi. Mais il faut donc déjà voir qu'est-ce qui a contribué à la naissance d'un bébé d'un poids assez élevé par rapport à d'autres bébés qui sont nés des mères de même taille que la maman de ces bébés-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout cela implique le fait que chaque individu, c'est-à-dire chacun de nous, doit se poser la question de savoir comment suis-je né? C'est-à-dire, à ma naissance, quels sont des attributs que la nature est portée sur moi et comment faire pour les réguler si matière à réguler existe. Alors, on va donc dire que si vous avez 60 kilos, vous devez avoir normalement 1,64 m. Là, vous aviez dans la journée à entretenir votre corps avec 10% de 60 kilos, voire 40% maximum, quand vous mangez beaucoup. 40% de cela peut entraîner à ce que vous puissiez digérer normalement, moins normalement que 20%. Et là, c'est un repas par jour. Ou alors, dans les 40%, il faut repartir ça en 2 repas. Le matin, non, mais à partir du fait que le soleil est déjà au zénith, c'est-à-dire entre midi et 16 heures, on aura déjà pris le repas. Et au crépuscule, c'est-à-dire autour des 18 heures, plus tard 19 heures, on peut prendre encore un petit repas. Et cela en tenant compte de quelle est l'activité que vous avez après le repas du soir. Est-ce que vous avez pour activité de regarder la télé?
vous avez pour activité, je sais pas moi, d'aller dormir. Bon, c'est pas, bon, il faut savoir pourquoi on a mangé tard. Et c'est une activité intellectuelle ou quoi. Tout cela, on doit en tenir compte. Et si on mangeait comme ça, il y aurait beaucoup de la nourriture sur la terre. Mais l'homme a une mauvaise habitude de tout ce que Dieu a créé, si nous sommes dans le registre créationniste, parce que là, il faut parler aux téléspectateurs qui nous écoutent. On ne va pas toujours parler métaphysique sans tenir compte que d'aucuns ne comprennent pas assez de choses dedans. Or, il y a l'existentialisme et le créationnisme. Bon, ceux qui sont créés dans leur tête, même si c'est le contraire. Alors, mais parlons de la création. L'homme est la créature la plus nuisible. Parce que si les primates, c'est-à-dire les chimpanzés, si un chimpanzé passe par là et trouve un champ de canne à sucre, il va sucer une canne à sucre, à la limite le tout, mais s'il n'arrive pas à tout sucer, il va laisser le reste de la canne à sucre là et continuer son chemin. Alors que si l'homme arrive dans un champ de canne à sucre, il va chercher une Toyota bâchée, sans demander à qui appartient ces champs, pour le peu qu'il estime que c'est des cannes à sucre naturellement poussées à l'état sauvage, il va tout couper. Soit aller stocker dans un magasin, ou mettre dans les réfrigérateurs, ou vendre, parce qu'il a besoin des provisions. Et c'est la provision qui va donc faire en sorte qu'à la longue, il y a eu des banques. Parce qu'il faut toujours penser à l'avenir. Alors, le fait de vouloir penser à l'avenir, donc, a amené à ce que, aujourd'hui, les substances nutritives, par exemple, commencent à devenir rares. Parce que vous allez vous retrouver dans un marché où quelqu'un achète un sac de riz qu'il ne va pas pouvoir manger le tout, étant tout seul, alors qu'il peut acheter 1 ou 2 kilos de riz pour tout le mois. Mais il en achète un sac de riz. Et distribue donc le riz, il ne distribue pas. Il laisse ça à la portée des souris, des cafards et tout. Et cela fait que le marché, par exemple, si c'est le macabo, tu achètes 10 sacs de macabo, tout pourri. Si c'est le manioc, une grande partie de ces maniocs-là va pourrir, par exemple. Et tu reviens à la fin du mois acheter encore. Et à un moment donné, les macabos, le manioc et tout, fait rare au marché, le prix grimpe, la famine s'installe dans la population de cette ville. Et là, on ne va pas dire que les substances alimentaires sont en manque. On doit dire qu'il y a une mauvaise gestion de ce que la terre met à notre disposition. Voilà. Alors, professeur, quel est le lien qu'on doit faire entre la méditation et l'alimentation dont vous parlez? Alors, le lien, c'est d'abord que si vous mangez trop, vous n'allez pas respirer normalement et vous ne pourrez donc pas méditer parce que il faut d'abord alimenter son corps de l'oxygène suffisamment pour que la circulation du sang aille dans les bonnes conditions. Et là, si le sang circule très bien, il y a équilibre dans le fonctionnement de l'énergie. Et étant donné que la méditation fonctionne avec une certaine forme d'énergie qui se manifeste à travers des vibrations qu'on doit émettre, parce que dans la méditation, on a envie de communier avec les forces divines. Donc la méditation étant l'outil qui est comme une voiture, on y entre. La spiritualité étant un boulevard, du moins une autoroute. Alors, on va où? On va vers la divinité. Et là, on ne peut pas s'installer dans une voiture lorsqu'on a pris du volume à ne pas pouvoir accéder à cette voiture. Et que le tonnage
que vous aviez déjà développé ne permet pas à la voiture de se déplacer. Donc, l'alimentation est l'élément clé. Premier aliment, d'abord déjà l'aliment céleste, qui est l'aliment positif, doit être sérieusement consommé pour permettre à ce que la circulation du sang soit améliorée et afin que la personne qui médite vibre bien. En mangeant donc des substances alimentaires qui sont d'une pesanteur négative et qui font en sorte que pendant que vous êtes en train de méditer, vous transpirez des vibrations qui sortent de votre corps parce que les cellules sont aux prises par une force, une certaine puissance qui va de la respiration vers les nutriments qui sont en train de jouer un jeu négatif. Alors vous êtes dans la transpiration pendant qu'on fait des exercices respiratoires qui peuvent durer 15 à 30 minutes et pour mieux préparer le corps. Et là, le gaz va commencer à se développer et ce gaz-là va inonder l'environnement et entraîner des vibrations négatives qui peuvent plutôt être des capteurs démoniaques, c'est-à-dire des vibrations négatives qui vont provoquer plutôt des esprits, entre guillemets, malins. Donc vous n'êtes plus dans un environnement d'élévation, d'évolution, mais d'involution. Voilà. Alors on va proposer aux téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite de nos questions. Le rôle de l'initié. Une fois de plus, revenons sur deux catégories de personnes, clairvoyantes et voyantes, pour parler à présent des initiés. En fait, le commun des mortels ne sait pas qui est l'initié. Pourtant, dans tous les milieux sociaux, c'est lui qui serait le guide. Grâce à ses facultés éveillées qui lui permettent d'interpréter les symboles et signes émanant des phénomènes mystérieux ignorés, bien que portés aux yeux de tous, ces phénomènes deviennent embarrassants de tout temps. C'est à l'initié qu'il revient de les décrypter. Certains de ces phénomènes se présentent parfois à nos yeux sous forme d'un brouillard. Ils nous reviennent d'emprunter l'œil de l'artiste, par essence, l'initié. Permettez-nous de dire à titre illustratif que le peintre, par exemple, parce que ses yeux sont suffisamment rodés, il parviendra à déceler des brouillards de nuages qui couvrent les coins cachés du ciel et qu'il lui revient de reproduire sur la toile. Et il le fera nettement aux yeux de tous, de manière étonnante. Pourquoi ne pas comprendre que c'est parfois ce qui est plus important à voir que nous n'arrivons pas à voir, malgré que nous croyons tout voir. Aussi, et pour ne pas devenir l'esclave de l'initié, accourir vite à chaque fois chez lui, lorsqu'il y a un problème, il faudra chercher à comprendre vos problèmes par vous-même pour savoir ce qu'il faut faire. Pour y arriver, on doit se mettre à l'école initiatique. Pour les humains, seul l'initié a la maîtrise de tout. Il est le divin et détenteur de tous les aspects de cette science singulière par laquelle il tire son génie, outre des révélations venant de l'au-delà. Il est pertinent que seule la science séculaire de la divination soit à même de tout démystifier. C'est bien évidemment la science intégrale pour du vrai. Et précisément, le couloir à suivre est celui de l'utilisation des instruments devant servir de support tel que décrit au chapitre ci-dessus. Les arcans du tarot, par exemple, permettent de réaliser le côté rhétorique d'un orateur ou d'un artiste.
pendant ce temps déceler les barrières néfastes venant des attaques occultes de ses ennemis qui seraient la cause de ses déboires. Grâce à cet instrument, on peut déterminer la marche des affaires d'un individu donné ou d'une collectivité précise. S'agissant toujours des tarots, elles sont d'une grande richesse mystique. Ces travaux, qui consistent à les utiliser à des fins intemporelles, se reposent essentiellement sur l'archétype. Ils se rendent concrètes à travers le décryptage des symboles que nous livre le livre de la connaissance et de la sagesse des mondes restés jusqu'ici inconnus au commun des mortels. C'est dès ce moment qu'on va découvrir que seuls les initiés savent ce que représente un tel livre, où le trouver et comment le lire. Il n'est pas question d'une technique basée sur une quelconque connaissance cognitive et ou intellectuelle, mais il s'agit de savoir que l'utilisation des supports aide énormément. Elle facilite l'élévation de la personne pratiquante, ce qui lui permettra de communiquer avec l'au-delà, de prendre les contacts de manière permanente avec l'astral. Et finalement, cette personne réussira par devenir elle aussi initiée. Méditation. Alors, en quoi est-ce que l'initié pourrait être utile quand on parle de méditation, quand on parle d'alimentation du point de vue métaphysique? Alors, le but de l'initié serait de renseigner ou alors d'assister le commun des mortels toutefois l'occasion se présente. Par exemple, l'initié doit se présenter comme une lumière dans une chambre obscure. Parce que là où il y a une bougie dans une salle, aussi grandiose soit-elle, c'est-à-dire, prenons une salle qui est comme la cour, qui est comme le terrain de football, mais que tout ça là c'est une salle. Et qui est l'obscurité dans cette salle. Et qu'au beau milieu de cette salle, on y place un petit tabouret et on y met une bougie. On va remarquer que tous les insectes vont venir s'abreuver de la lumière, mais ne sachant pas que ce n'est pas une gentille lumière, on en trouvera beaucoup morts tout autour de la bougie. Et toutes les personnes qui vont entrer dans cette salle vont aller vers là où se trouve cette bougie. Personne n'aimerait rester là où il y a l'obscurité. Parce qu'avec l'obscurité, on doute toujours de ce qui peut arriver. Résultat, dans les familles, lorsqu'on a les possibilités d'avoir un initié, cette famille a la chance d'avoir un rassembleur. Je dis, a la chance. Les initiés, il en existe, mais pas tellement. Et le rassembleur n'est pas forcément celui par qui tout le monde va ressembler à lui. Non. Mais peut inciter dans la mémoire de certaines personnes l'envie de savoir pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit comme ça? Alors, des petits commentaires peuvent passer par là, que lui c'est un petit con. Quand il a son argent, tout le monde prend ça. Il reste comme ça, il n'a jamais rien fait de sa vie. Lui c'est un con. Chez lui, il y a ceci, il y a cela. Mais on ne dira pas que lui,
c'est un tueur. Non, non plus. Donc, on va commenter simplement parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas comprendre comment il partage son environnement facilement avec d'autres personnes, alors qu'ailleurs, des gens supposés être soit de son âge, soit de son niveau matériel, ne reçoivent pas les gens chez eux. Donc, l'initié, c'est quelqu'un qui doit se prévaloir comme tel lorsque il sert d'exemple. C'est comme une personne qui veut vous enseigner une langue qu'elle ne maîtrise pas. L'initié ne doit pas enseigner quelque chose à quelqu'un, bien évidemment, mais plutôt son comportement doit être tout un livre à lire. Alors, c'est comme ça qu'il pourra aider les gens de son environnement. Ce n'est pas en passant pour donneur de leçons, en disant on ne mange pas comme ça, on ne boit pas comme ça, on ne fait pas ceci. Hein? Est-ce que c'est autorisé de faire des choses comme ça? Allez, quitte là. Hein? Chez moi, on ne fait pas des choses comme ça. Non. Peut-être qu'on peut laisser faire des choses et en essayant de faire ce qu'on peut faire, les personnes qui vont vivre avec vous vont constater que ce que vous ne faites pas c'est pas pour rien que vous ne faites pas ça. Qu'il y a une bonne raison derrière ça. Et elle aimerait bien ne plus s'exposer à faire les mêmes choses. Par exemple, si vous ne mangez pas de la viande et que vous expliquez le pourquoi aux gens, sans les amener à ne pas manger de la viande, comme si tu les interdisais à manger de la viande. Non, alors que tout le monde mange de la viande. Mais en les expliquant que de la mort naît la mort. C'est-à-dire la viande, c'est un cadavre. Et si vous mangez des cadavres, il faut savoir comment vous allez vous ressourcer pour avoir la vie. Parce que la mort ne donne jamais la mort. Là, on a toujours donné un exemple du fait que s'il y a un accident de circulation et que vous étiez dans le bus qui a fait l'accident et qui est dans ces bus des morts, des blessés et des vivants, bon, en quelque sorte, mais prenons les morts et les blessés. Et qu'on prenne les gens de même taille, qu'on mesure les bras, et que les morts qui sont morts par étouffement, c'est-à-dire rien ne s'est cassé sur eux, pas de blessure, rien, qu'on vient les démembrer. Oui, enlever un membre de leur corps pour placer ça sur une personne qui a perdu son pied, par exemple. La personne là n'aura pas gagné, il n'aura rien à gagner avec cette intervention. Sinon, il y aurait des pièces de rechange, des cadavres dans les morgues, en termes de quoi ressourcer les vivants qui sont accidentés. Alors donc, c'est dire quoi? Lorsqu'on fait une transplantation d'un organe cardiaque, rénal et tout, des reins par exemple, on le prend du vivant. On maintient sa vie en vie et on place ça chez une autre personne. Ce n'est pas chez les cadavres qu'on va prendre un cœur pour faire cette opération. Alors, et cela veut dire quoi? C'est qu'on va tuer quelqu'un pour vendre son organe à quelqu'un d'autre pour que ce dernier vive. Alors que on peut considérer que la science a évolué, réveillons le cœur et donnons ça aux gens. Ou fabriquons des cœurs artificiels. Bon, disons qu'on est peut-être en train de le faire aujourd'hui. Bon, on va voir dans l'avenir comment la circulation de sang va se passer avec ces cœurs et tout. Mais ce qui est évident, c'est que rien d'artificiel ne peut fonctionner normalement comme ce qui est naturel. Parce que l'homme n'est pas artificiel. L'homme est d'essence naturelle qui obéit aux lois de la nature. Voilà. Alors, professeur, qui peut être initié?
Alors, tout le monde peut être initié, mais l'initiation, c'est quelque chose comme aller à l'école. Il y a des enfants, ils n'aiment pas l'école, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera rien dans la vie. Il y en a d'autres, sans l'école, il ne sera rien. Alors, la métaphysique, c'est une philosophie au-dessus de toutes les philosophies. Et il y a des gens qui sont déjà des philosophes par essence du point de vue métaphysique. Au point où, soit c'est des anciennes âmes, des âmes réincarnées, qui ont fonctionné dans des mouvements ésotériques, qui ont appris des grandes leçons du domaine ésotérique et qui aujourd'hui, la plupart ou certains d'entre eux ne sont plus affiliés à un seul mouvement. Soit par le biais, par le fait que dans l'environnement où ils se trouvent, les genres de mouvements qui peuvent accueillir leur âme n'existent pas dans cet environnement. De un. De deux, parce que nés dans cette famille ont une mission de conduire des personnes qui réincarnent dans cette famille à une certaine élévation de leur âme, au point à ne pas s'illustrer comme faisant partie des mouvements ésotériques qui s'installent ici et là à ciel ouvert. Soit ils ne sont même pas religieux, d'aucune religion, adventiste, témoin de Jéhovah, catholique, protestant ou quoi, et musulmans. C'est des personnes qui sont, comme dirait l'autre, des âmes qui se reposent. Mais pourtant, ce n'est pas des âmes qui sont au repos. Donc n'importe qui peut être initié déjà pour réveiller les initiations reçues dans les vies antérieures, ou alors renouveler, du moins commencer les initiations à la base même de cette vie pour pouvoir les continuer dans les vies futures. Donc, mais par contre, il y a des gens qui ne peuvent pas être intéressés par des initiations, sont des âmes des personnes qui sont encore à l'état très animal. Là, je m'excuse, je vais expliquer qu'est-ce que je vais dire. Lorsqu'on fait des études astrologiques, ce n'est pas tous les béliers qui sont béliers positifs et négatifs de la même manière, c'est-à-dire les attributs du bélier. Si dans un bélier, il y a l'autoritarisme, la brutalité, ceci, cela comme défaut, mais il y a aussi le dynamisme, qui voudrait bien que on peut compter sur Bélier comme quelqu'un de franc, de dynamique, quelqu'un qui n'a pas peur, donc qui tient parole. Alors, mais vous allez trouver quelqu'un qui, parce que la roue du zodiaque, il y est entré récemment. C'est-à-dire ses vies successives. Parce qu'au cours des vies successives, on fait l'expérience du bélier, l'expérience de taureau, l'expérience de gémeaux, de cancer, de lion, jusqu'à l'expérience de poisson. Et on recommence. Alors, à force de faire toutes ces expériences, au bout d'un moment, on n'est plus influencé par le zodiaque. Parce qu'on a fait toutes les expériences qu'il y avait à faire. Et aujourd'hui, on est vivant, mais sans toutefois que le zodiaque vous influence. Là, on peut dire que l'horoscope, qui va dans le sens des prévisions, ne vous concerne pas. À ce stade-là, on peut donc dire que des personnes qui sont comme ça n'ont pas besoin de faire les religions, n'ont pas besoin de faire forcément des ordres initiatiques lorsque ces ordres-là sont de nature très matérialiste ou bien ont un pan matérialiste très élevé, par exemple. Alors, pour ça, tout à l'heure, vous venez de dire qu'on peut avoir fait toutes les expériences. Mais comment est-ce qu'on va reconnaître soi-même qu'on a peut-être fait
toutes les expériences et aujourd'hui, on n'est plus influencé. Oui. Alors, on ne peut pas le reconnaître facilement parce que il est vrai, seuls les idiots, il y a 3 catégories de personnes. Hein. Il y a les idiots. Moi, ma caractérologie que j'ai étudiée au cours de mes recherches métaphysiques, c'est qu'il y a l'homme idiot, l'homme rusé et l'homme sage. Les idiots inondent le monde entier. Les rusés, c'est eux qui sont les chefs de l'État, pour certains, parce qu'il y a aussi dans les rusés certains chefs d'État qui sont dans le groupe des idiots. Bon, mais moi je parlais des chefs de l'État qui sont de connivence avec des rusés, du genre, parce que le monde est entretenu par les rusés. Les idiots n'ont pas la parole, ils font trop de bruit pour ne rien dire. Les rusés, c'est eux qui gèrent le monde. C'est la ruse qui gère le monde, c'est pourquoi le monde est très malhonnête. C'est-à-dire ces gens-là qui ont les armes, qui financent les guerres, qui financent l'exploitation de l'homme par le biais des chartes d'impérialisme, qui financent comment on peut dire ça, la recherche de matières premières ici et là, qui se sont accaparés de tous les biens du monde entier et qui ne sont qu'une poignée de personnes. C'est ceux-là qui sont les rusés. C'est eux qui fabriquent les écoles, qui font en sorte que le programme scolaire ne permet pas aux étudiants de sortir des cancans, des chantiers battus, mais plutôt de faire pérenniser une hégémonie. C'est toujours une œuvre des rusés. C'est pourquoi des universitaires, même idiots, sont rusés. Bon, alors la ruse, c'est en quelque sorte un pan de malhonnêteté. Alors, on est donc dans un registre que nous ne pouvons pas avoir une école qui permet à ce que l'homme développe en lui une réponse à l'autodétermination, lui permettant d'être un homme affranchi. Non, on a besoin des assujettis à tous les niveaux. Si vous aviez des employés, il faut qu'ils rampent pour pouvoir avoir leur salaire, hein, quel que soit les niveaux d'études. D'ailleurs, celui qui a beaucoup fait l'école et qui est appelé directeur est beaucoup plus esclave d'un système arrêté. Les présidents de la République ne fût-ce qu'en Amérique. Il y a toute une machine, mafiosi, c'est tout autour de son titre de président et de son pouvoir, hein, qui n'a rien à voir avec ce que les gens de leur niveau devraient apporter à l'humanité. Parce que si quelqu'un est plus riche, sa richesse doit profiter. Et la richesse matérielle, alors, sans la richesse spirituelle, on ne peut faire profiter à personne quoi que ce soit. Donc, je sais pas, je m'embourbe dans ma propre réponse par rapport à ta question. Je pense que ça se comprend. Donc, côté métaphysique, la pureté est de celui qui trouve en l'autre Dieu. C'est pas celui qui trouve en la croix accrochée à un mur avec un symbole de quelque chose qu'on peut dire c'est quelqu'un qu'on a crucifié comme ça et il commence à prosterner et tout. C'est pas Dieu là-bas. Dieu, c'est ton prochain que tu vois souffrir ou que tu supposes que c'est quelqu'un qui peut aussi souffrir comme toi et qu'il faille apporter quelques réponses de soulagement. Voilà. Donc, on va marquer une petite pause et proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on va se retrouver juste après. À votre avis, quelle est l'industrie la plus rentable aujourd'hui? L'automobile? Le luxe? L'armement? Eh bien non,
c'est l'industrie du médicament. 950 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et devinez quel pays en est l'un de ses plus gros clients ? Eh bien oui, c'est la France. Championne du monde de la consommation d'anxiolytiques et suffisamment haute sur le podium dans la consommation d'antibiotiques pour qu'on en vienne à se poser cette question. Mais qu'est-ce qui nous a rendus aussi malades ? Alors, face à la malhonnêteté de certains laboratoires qui font du profit sur notre santé, on a décidé de vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut absolument arrêter d'enrichir l'industrie du médicament. Alors premièrement, une grande partie des médicaments aujourd'hui sur le marché est complètement inutile. Ça c'est pas moi qui le dis, ça a été démontré par de nombreuses études et par de nombreux médecins comme le Dr Evan dans son livre, qui estime lui que 80% des médicaments est complètement inutile. Dans les médicaments inutiles, il y a 2 choses. Il y a d'abord des médicaments tout à fait inefficaces et qui n'ont donc aucune raison d'être sur le marché, surtout à des prix élevés. Mais il y a aussi des médicaments efficaces et même très efficaces qui sont inutiles parce qu'ils sont prescrits à des malades qui n'en ont aucun besoin. Deuxièmement, les laboratoires utilisent l'expertise de certains médecins pour inventer de toutes pièces des maladies qui n'existent pas. Ça fait très théorie du complot et pourtant, ça existe. Ça s'appelle le façonnage de maladies. Une de ces maladies inventées qui est l'ostéoporose. À savoir que l'ostéoporose, c'est comme les rides sur la peau ou les cheveux blancs, c'est le vieillissement. C'est pas une maladie, c'est l'évolution normale de l'espèce humaine, ou d'ailleurs de toute espèce. Les chiens aussi font de l'ostéoporose. Mais il n'y a pas que l'ostéoporose, il y en a beaucoup d'autres, de maladies complètement inventées, la dysphorie prémenstruelle des femmes, le syndrome d'hyperactivité avec beaucoup d'attention des enfants, et puis pour moi, et pour beaucoup d'autres aux États-Unis et en Angleterre, l'histoire grotesque du cholestérol qui tient absolument pas la route. Un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, estime que les laboratoires dépensent en moyenne 25 000 € par an et par médecin pour les influencer. Parmi les plus généreux, Novartis, Servier, MSD, Sanofi, Pfizer, qui dépensent chaque année des millions d'euros pour chouchouter les médecins. Face aux nombreux scandales, l'État a mis en place un nouvel outil qui vous permet de savoir si votre médecin est sous l'influence d'un ou de plusieurs labos. Il suffit d'aller sur ce site et de taper le nom de votre médecin et vous verrez tous les avantages qu'il a perçus. Troisièmement, les industries pharmaceutiques préfèrent élargir le nombre de malades pour vendre plus de médicaments plutôt que de réellement les soigner. C'est ce qu'on en vient à penser quand on voit qu'au fil des années, plusieurs seuils de diagnostic ont été manipulés pour faire plus de profit. Je m'explique. Le seuil de diagnostic, c'est ce qui apparaît sur votre prise de sang et qui détermine si vous êtes malade ou pas. Par exemple, on était pendant des années considéré comme malade quand on avait un taux de 240 mg de cholestérol par litre de sang. Ce taux a été réduit de quelques milligrammes, passant de 240 à 200, ce qui a augmenté le nombre de patients de, tenez-vous bien, 42,6 millions, soit une augmentation de 86% et un marché en or pour les laboratoires. Quatrièmement, les laboratoires s'enrichissent en spéculant sur leurs brevets et en vendant leurs molécules à des prix exorbitants. Prenons un exemple concret, le laboratoire américain Gilead. Son médicament, le Sovaldi, lui a permis de réaliser en un an 12 milliards d'euros de bénéfices, et ce au détriment de nombreux patients à travers le monde qui n'ont pas eu les moyens de se soigner. Gilead est le seul laboratoire qui a cette molécule et cette molécule est à des prix que personne ne peut s'acheter. En France, chaque malade soigné avec ce médicament coûte 41 800 € à la sécurité sociale. Aux États-Unis, 77 000 €. Mais ce médicament vendu à 500 € l'unité en France ne coûte que 7 € au Bangladesh, pays très pauvre qui, face à l'urgence sanitaire, a décidé de copier cette molécule pour la vendre à des prix raisonnables et soigner sa population. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose ? La situation est inacceptable parce que la France avait justement, de longue date, depuis près de 60 ans, une disposition légale. Le gouvernement déclenche ce qu'on appelle une licence d'office, en anglais Non-Commercial Governmental Use, une utilisation à des fins non commerciales par le gouvernement. Eh bien, ces dispositions, d'autres gouvernements, et je pense à celui de la Malaisie, très récemment, en septembre dernier, 2017, n'ont pas hésité à l'utiliser. Elle payait 12 000 $ le même traitement dont nous parlons contre l'hépatite C au laboratoire Gilead, et elle ne pouvait pas soigner à ce prix-là les 500 000 personnes affectées par le virus de l'hépatite C en Malaisie. Elles ont donc déclenché cette licence d'office et elles ont pu recourir à une version générique à 300 $. Elles ont divisé par 40 le prix. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernier point pour lequel il faut absolument arrêter d'enrichir les industriels du médicament. La France en est l'une des principales victimes. On ne peut pas dire qu'ils sortent que l'industrie pharmaceutique française sorte des médicaments innovants depuis quelques années. Donc, moi, j'avais fait les calculs sur une liste emblématique en France qui s'appelle la liste des médicaments onéreux. Et donc, en gros, 70%
des dépenses sur cette liste étaient le fait de laboratoires américains, les Anglais, la Suisse. En fait, ces trois-là, on a 70% des dépenses en France. Alors, qu'est-ce qui pousse les autorités politiques et sanitaires françaises à faciliter un tel marché? Les intérêts financiers sont énormes. C'est peut-être la peur pour les pouvoirs publics d'ouvrir la voie vers un autre mode de régulation du prix du médicament. Et là, la pression des industriels est vraisemblablement énorme pour empêcher le gouvernement français, pour empêcher les gouvernements des pays de l'OCDE de recourir à ce type de dispositif. Mais alors, pourquoi continuer à enrichir des laboratoires qui préfèrent de loin nous voir malades que nous aider à guérir? La question est posée, pourquoi continuer à enrichir des laboratoires qui voudraient de loin nous voir malades que de nous voir guérir? C'est à vous de trouver des réponses à cette question. Alors, professeur, permettez-moi de revenir encore sur la deuxième partie de la chronique quand on parlait, dans laquelle on parle de l'initié. Alors, actuellement, on a envie de savoir où est-ce qu'on peut trouver un initié, parce que tout à l'heure, dans la première partie, vous parliez de l'alimentation, l'art de se nourrir. Et il faut peut-être qu'il y ait des personnes qui maîtrisent la chose pour apprendre aux autres comment arriver à réapprendre à manger. Mais on se rend compte que c'est pas chose évidente d'en trouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors le problème, c'est que cette émission a un sens éthique. Parce que certaines personnes nous suivent. Au niveau de YouTube, il y a plein d'abonnés. Parce que pour une émission d'1h30, en règle générale, sur la toile, et que vous avez plus de 2000 abonnés, pour si peu du temps, parce que j'ai regardé certaines chaînes de télévision qui n'atteignent pas le chiffre d'abonnés que nous avons. Alors, pour certaines de leurs émissions, d'ailleurs leurs émissions phares, certaines émissions phares, il y en a dedans qui n'ont pas autant d'abonnés que notre émission, du moins. Alors, ça veut dire que nous apportons quelque chose quand même à la population qui nous suit. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut changer lorsque il faut voir la chose dans le sens de comment fonctionne le monde actuellement? Les cités se créent, les cités se développent. Nous voilà à plus de 4 millions d'habitants à l'heure actuelle. Il faut nourrir 4 millions de personnes. Exactement. Alors, dans un environnement assez dense, mais pas vraiment ouvert. Parce qu'il y a des villes que pour partir d'un quartier à l'autre, vous prenez l'autoroute. Bon, à Douala, par exemple, tout est serré, tout est là. Beaucoup de quartiers sont comme ça, beaucoup plus serrés encore. Maintenant, il n'y a pas de possibilité de nourrir des gens dans des conditions normales. On utilise des produits dont l'agriculture a été soit transgénique, c'est-à-dire des fois on fait manger des pop-corn et certains genres de maïs aux gens. D'autres se nourrissent de ça toute la journée presque. C'est ça leur nourriture de base parce que c'est de gros poches d'arachide qui s'éclatent au feu et font s'ouvrir comme une fleur d'une couleur blanche qui attire l'appétit. Alors, bon, on en mange, on ne sait pas ce qu'on mange comme ça, on mange seulement. Alors, et maintenant, ailleurs, on va trouver des gens qui mangent des pâtes alimentaires toute la journée et comme ça pendant toute la semaine. C'est-à-dire spaghetti, sardines. Et puis, ils prennent des sucreries qu'ils appellent les jus, dont les colorants, tous les jours. Alors, au bout d'un moment, on commence à développer des maladies d'indigestion. Simplement, ça commence comme ça. Vous n'arrivez plus à digérer, vous avez l'impression que vous portez déjà votre estomac en main, vous ne l'avez plus dans le ventre parce que vous le ressentez.
peser sur vous. Et puis on boit les Malox pour engager une bataille contre l'acide, parce que les remontées gastriques, on vous dit que c'est l'acide. Pendant ce temps, Malox a des substances alimentaires, d'aluminium, qui sont des substances dont le corps n'apprécie pas du tout. Mais on en prend. Alors, pendant ce temps, la notice précise bien que ne prenez pas ces produits si l'une des substances, en dehors de l'élément actif, plus les autres substances, ainsi reprise dans la rubrique 6, ne convient pas, vous êtes ne convient pas à votre organisme, donc vous en êtes super sensible, il faut éviter d'en prendre. Bon, ces prescriptions sont ainsi données même jusqu'au vaccin. Alors, maintenant, on est obligé de prendre des médicaments. Tant qu'on ne mange pas bien, on est obligé de prendre les médicaments. On ne peut pas ne pas prendre les médicaments. C'est pour cette raison que l'élément qu'on vient de passer là, la dame dit que la France est championne du monde en médicaments, ainsi que les États-Unis. Et se demande que pourquoi ils sont si malades, c'est-à-dire les Français. Mais ils sont malades parce qu'ils ne mangent pas ce qu'on doit manger. Ils mangent ce qu'on ne doit pas manger. Donc, ils mangent l'industrie en termes de nourriture et ils mangent l'industrie en termes de médicaments, et ce qui est normal. Parce que c'est finalement des personnes artificialisées au niveau de leurs cellules. Individuellement, donc, chacun de nous doit veiller sur lui. On ne doit pas attendre à ce que l'État veille sur nous. L'État a d'autres préoccupations. Si, par exemple, vous avez une population de 4 millions d'habitants à nourrir, entre guillemets, parce qu'on suppose que c'est l'État qui autorise à ce qu'on mange les choses. Par exemple, les sucreries qu'on boit là. Bon, allez au ministère de la Santé et allez au département de l'alimentation, discuter avec les autorités qui gèrent ces départements sur les étiquettes qui portent les E sans ceci, les E sans cela. Ils vont vous dire quoi? Rien. C'est un produit autorisé, ce n'est pas des produits qu'on prend clandestinement. C'est pour cette raison qu'on peut trimballer une bouteille en route en se vantant comme si on a vraiment l'ananas ou bien le fruit, de quoi je ne sais pas moi, en train d'aller quelque part s'asseoir pour boire. Pendant ce temps, on a honte de trimballer un bâton de manioc, parce que Africains que nous sommes, nous on ne se pose pas la question comme ailleurs que qu'est-ce qu'on mange comme ça, qu'est-ce qu'on boit comme ça. Mais je dis et je répète, c'est à chacun qui revient de veiller sur lui. Parce que entre Dieu et soi, il n'y a pas d'intermédiaire. La seule chose qu'on a de ses parents, c'est de vous guider. La seule chose qu'on a de ses maîtres ou ses professeurs, c'est de vous guider. La seule chose que nous avons dans sur cette antenne, c'est de busquer la curiosité pour que les gens s'auto-guident. Parce que si certaines personnes peuvent penser qu'on peut les guider, c'est autre chose là-bas. Mais le but, c'est qu'on prenne conscience que le médecin qui tombe malade ne le tombe pas malade parce que l'homme est né pour être malade. Non, il tombe malade parce qu'il est ignorant. C'est tout, tu ne peux pas être diabétologue, tu as le diabète. Et ne pas dire que tu ne l'as pas par ignorance du fait que tu ne sais pas que c'est ton pancréas qui ne marche pas bien. Tu es en train d'oublier cela au profit de ce qu'on t'a dit à l'école que c'est le taux du sucre qui s'est élevé dans ton sang, donc c'est l'hyperglycémie. Ça, c'est l'ignorance qui va faire donc qu'au lieu de réfléchir que bon, comme je commence à avoir les velléités de la maladie, si le diabète dont moi je suis spécialiste pourtant, il faut que je fasse attention, peut-être mon pancréas est en train de ne plus bien fonctionner en termes de production de glucagon d'un côté qui fait élever le taux de sucre
et d'insuline de l'autre côté qui fait baisser le taux de sucre. On doit réfléchir sur ça. On laisse d'abord l'école, l'université t'a dit des choses. C'est pour gagner de l'argent, gagner ta vie. Maintenant, toi-même, tu fais quoi pour toi? Tu es diabétologue, voilà, tu as le diabète. Tu es cancérologue, tu as le cancer. Parce que tu as pris des paracétamol quand tu avais des maux de tête, comme tout le monde. Parce que tu as mangé des aliments qu'il ne fallait pas manger. Et parce que ces aliments développent un taux d'acidité très élevé et qui fait à ce que l'équilibre acido-basique de ton organisme, comme tout genre d'organisme, bascule vers le taux d'acidité plus élevé. Et là, on aura des effets mutagènes, tératogènes, génotoxiques et tout. Et puis, les chromosomes ayant muté, les cellules vont devenir cancérogènes. C'est tout. Donc, c'est chacun qui doit dire, je ne dois pas manger telle chose. Parce que j'ai compris que ça ne me servait à rien. Je ne dois plus boire les colorants parce que j'ai compris que ça ne me servait à rien. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire ça. L'État a son problème, c'est que tout le monde doit manger. Tout le monde. Il ne faut pas que les gens crient qu'ils ont faim. Donc, on peut manger même les cailloux, si pour le peu qu'on peut les ramollir. Et que ça ne choque pas les dents. Il n'y a pas de problème. Alors, on va, avec la permission de la technique, passer au SOS téléspectateurs pour apporter des réponses aux différents messages que nous avons reçus. Bonsoir professeur, est-ce mauvais d'associer méditation et prière? C'est Aruna qui nous écrit. Ah, je ne sais pas quoi dire. Je sais que où on médite, où on prie, mais si on veut, on prie aussi et on médite. Si c'est cela qui vous met à l'aise, faites comme ça. Faites-le, il n'y a pas de problème. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, revenez sur les différentes catégories de personnes et définissez mieux. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Alors, un idiot, c'est qu'il sait tout, il est imbu de lui. Pire s'il a un diplôme universitaire. Lorsqu'on dit 2, 3 mots, il dit, je suis quand même un diplômé. Pire, je dis bien pire s'il a vraiment un diplôme universitaire, parce que s'il a agrégé de quelque chose, mon frère, quand il discute, il dit, il faut quand même me respecter, parce que moi, je suis agrégé de ci ou de ça. Alors, surtout lorsque ça se discute dans son domaine. Parce que moi, j'ai suivi sur les plateaux de télévision, lorsque Covid a commencé au Cameroun, et qu'on prenne sur un plateau un médecin, bon, comme souvent c'est les plateaux où il n'y a pas un seul thème, on aborde santé, on aborde politique, on aborde ceci, on aborde cela. Et dans ces thèmes-là, lorsqu'on aborde le domaine de la santé, le médecin seul a le droit de parler. Les autres personnes n'ont pas le droit de donner même un avis traditionnel comme ça se passait dans nos villages avant et qu'eux, ils ont vu comment ça se passait. Alors, souvent, entre eux, les universitaires, le médecin va rappeler à l'autre que universitaire de ton état, je ne savais pas que tu peux te mettre à discuter des choses que tu ne comprends rien sur ça. Alors qu'un médecin ne comprend rien de la santé. Il sait tout de la médecine. La médecine, c'est une chose. La santé en est une autre. Donc, quand on parlait de la santé, c'est tout le monde qui a un avis à donner. Il ne faut pas confisquer quelque chose que tu ne sais rien de ça. La santé, c'est l'équilibre, c'est le bien-être. Il n'y a pas le bien-être dans le médicament. Et le médecin n'est qu'un prescripteur de médicaments. Bon, donc, voilà l'idiotie. Alors maintenant, qui frappe, par exemple, certaines personnes, c'est qu'un but de soi, tu es idiot. Maintenant, l'autre qui est rusé, il sait bien qu'il ne sait rien. Mais il sait qu'il a eu son diplôme. Il parlait qu'au nom de son diplôme, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela. Quand je parle, il faut que vous vous taisez. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais en tant que médecin pour aider quelqu'un? Parce que je parlais de médecin, puisque nous parlons métaphysique, métaphysique égale vie. Et la médecine devrait nous apporter la vie, devrait s'occuper de la vie. Parce que malheureusement, le médecin parlait de la vie,
Alors que c'est le biologiste qui devait parler de la vie, mais comme il ne fait pas dans la pathologie, il est mis de côté. Là, dans la division du travail, lui, il est vendeur de médicaments. Le biologiste ne l'est pas. Alors, c'est les médicaments qu'on veut vendre par rapport aux problèmes, aux plaintes et tout. Bon, donc, on le met de côté. Il a appris là-bas à prendre le fonctionnement des cellules, mais ça n'aboutit à rien. Parce que lui-même, il est buté, parce qu'à un moment donné, un biologiste ne peut pas expliquer comment fonctionnent les glandes endocrines du point de vue occulte. Il va s'y limiter quelque part et de manière livresque. Bon, donc, le rusé, c'est qui? C'est celui qui doit faire plusieurs diplômes. Par exemple, il est chirurgien, il est en même temps spécialisé de ceci ou de cela. Et lorsqu'il opère, comme il a les diplômes, le rusé n'a pas besoin de bien faire l'école. Il a besoin d'avoir le diplôme. Quand il a le diplôme, c'est qu'il a terminé l'école. Pourvu qu'on le voie aller là-bas. Hein? Et s'il faut acheter les unités de valeur, il achète. Il ne peut pas avoir un sens critique de l'enseignement reçu. Parce qu'il a été un faux apprenant d'abord à la base, en dehors du fait que être apprenant et être comprenant, c'est deux choses différentes. Donc, le rusé n'a même pas besoin de comprendre ce qu'il apprend. Il a besoin de savoir qu'est-ce que cela lui apporte. Donc, il va faire dans l'école, il va opérer les gens. Celui qui meurt est mort de la maladie, non de l'intervention chirurgicale. Là, on trouve donc beaucoup d'universitaires qui ont beaucoup de diplômes parce qu'ils font partie des rusés. Et les rusés ont besoin de faire la politique. Parce que c'est les raccourcis. Si tu vois un enfant, dans la politique, regardez bien l'enfant là. C'est un petit malin, je sais. Et c'est un petit malhonnête. Parce que dans la politique, tout est permis. La démocratie veut dire la raison d'un petit nombre sur un grand nombre. Donc, on ne peut que faire dedans. Maintenant, le sage est la troisième personne qui fait très mal l'école. Parce que le programme scolaire l'embête. Souvent, on lui dit des choses et que lui, il pense que ces choses-là, on aurait dû dire ça autrement ou bien c'est de la bêtise. Alors, mais on l'oblige d'y aller. À un moment donné, en y allant, pour faire plaisir à ses parents, il peut trouver même de quoi démanteler le système avec. Au point où, dans ses réponses qu'il donne par rapport à les épreuves qu'il reçoit, il a toujours de mauvaises notes. Parce que lui, il ne donne pas des réponses correctes, puisqu'il ne fait pas de la copie-coller. Il lui revient de voir exactement si le questionnaire même, si l'exposé même tient bon. Alors, il a besoin de dire que ça même, c'est pas ce qu'on devrait poser comme question. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Alors, le temps de réfléchir sur ça, on demande les copies. Allez, remettez les copies. Il n'a rien. Et puis, il ne s'ennuie pas parce que cette histoire-là, peut-être que il y va parce qu'il dit, bon, quand je serai majeur, je vais dire à mes parents, foutez-moi le camp, je ne suis plus dans ça. Ça, c'est là le sage. Alors, maintenant, c'est que quoi? Le sage, c'est qu'il ne sait rien. Mais sauf qu'il sait que ça, c'est un homme rusé, ça, c'est un idiot. Et le rusé, c'est qu'il ne sait pas assez de choses. Il veut en savoir plus. Parce que lui, il veut savoir les choses pour bien devenir malhonnête alors. Alors, l'idiot, imbu de lui, il sait qu'il sait tout. Personne ne sait autant de choses que lui. Voilà. Je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour. Alors, pour ça, on va rapidement conclure l'émission parce que le temps nous tient à la gorge. Rappelons à nos téléspectateurs que nous allons prendre le soin d'apporter les réponses aux messages qu'ils nous ont envoyés dans la semaine. Alors, pour conclure, professeur. Alors, on est dans le registre, c'est pourquoi on parlait des chapitres. On est dans le registre des méditations, la solution à nos problèmes. On va y aller jusqu'à trouver la solution à nos problèmes grâce à la méditation. Voilà. Ne vous découragez pas, restez les nôtres, pardon. Nous avons été ravis, mais avant, vous devez comprendre qu'il est tout à fait nécessaire et même primordial
d'apprendre à respirer, de manger. Je vais utiliser le terme manger de l'air parce que dans tous les cas, on ne peut pas rester 1 heure sans respirer, mais on peut rester une journée et même plus sans manger des nutriments. Comme pour dire que la respiration est autant importante que la nourriture que nous mangeons tous les jours. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 23h sur la même chaîne. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité de réécouter votre émission sur YouTube. Bonsoir.